You want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 83 du Fly Podcast Fly, épisode de playoff numéro 2, épisode de finale de conférence. Et pour m'accompagner, comme toujours, Grégory et Loïc. Salut Greg. Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Loïc est avec moi également, il joue avec ses écouteurs, mais m'entend-il? Oui, je t'entends. Ouais. Je répare juste un truc et j'arrive. Bonjour à tous. Et on a un invité, Marco, selon les intimes, selon que vous ayez passé la nuit avec lui d'un prénom différent. Salut à toi, Marco. Bonjour à tous et let's go Niners. Donc, ah oui, d'accord, d'entrée de jeu, là, comme ça, là. Membre de Touchdown Actu et fan des Niners. Tu lui as dit, Victor, que la dernière fois qu'un mec qui était venu en disant Go Giants, il s'était fait broyer ou pas? Oui, parce qu'il faut le prévenir. Non, mais de toute façon, dans la rédaction de TDA, ils sont 800, les fans des Niners. Donc, de toute façon, on n'avait que à se baisser, hein, il faut le dire. On a connu un putsch. On était une rédaction Seahawks. Et il y a eu un putsch des Niners à un moment. Enfin, ça a été une sombre page de l'histoire de TDA. Messieurs, on va parler pour commencer du match de Divisional. C'est sûr, Marco, ça te concerne un peu moins, si ce n'est que ça donne des indications sur votre futur adversaire. Eagles 38, Giants 7. Exactement le même score que la finale de conférence 2017 contre les Vikings. Grégory, je vais commencer par toi. J'ai encore gagné les pronos, je crois. Pardon, excusez-moi, c'est le petit point narcisse. Oui, ça fait juste tous les pronos de l'année. Mais enfin, bon, au bout d'un moment. Non, mais t'avais dit qu'on les comptait plus. Ah oui, c'est ça. Vas-y. Ouais. Non, mais t'avais dit que ça comptait plus. Non, mais en tout cas, on a eu, entre guillemets, depuis un mois, des discussions après la blessure de Jalen Hurts sur comment va revenir Jalen Hurts. Est-ce qu'il va revenir à 50%, à 60%, à 80%, à 100%? On peut dire que ce match, il nous a largement rassurés sur notre star, puisque quarterback, ça reste quand même le joueur le plus important d'une équipe, encore plus quand il est coureur et lanceur. On est d'accord que là, on a retrouvé Jalen Hurts de septembre-octobre, rayonnant, efficace, pas besoin de faire 300 yards dans les airs, on va y venir, on a dominé la course, mais on a retrouvé Jalen Hurts MVP dont on a besoin pour pouvoir prétendre Super Bowl. Tu veux que je rajoute quoi? Tu as tout dit. On dirait des questions avec toutes les réponses. Bravo. Non, mais le truc, c'est que plus que la performance de Hurts, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans son sillage, en fait. Et cette équipe-là, dominatrice, puissante, équilibrée, intelligente, qui ne fait pas d'erreur, qui ne provoque pas de flag ou très peu, pas de turnover, elle est venue comme par hasard, et c'est pas un hasard, dans le sillage de son capitaine d'attaque. C'est-à-dire qu'on l'a dit, on l'a répété, on a l'effectif pour aller au bout, on a les joueurs stars additionnés au début de saison pour ça, on sait qu'on est capable d'attaquer de partout, on sait qu'on est capable de défendre, de saquer, d'intercepter. Mais ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus parce qu'on avait des absents, parce qu'il y avait peut-être un petit relâchement. Moi, je crois aussi désormais à la théorie du « on préparait les playoffs, on n'a pris aucun risque avec certains mecs, on a pris le temps de jouer avec certains comme Minshew, même à Dallas, où on aurait pu potentiellement forcer sur Hurts. Force est de constater que le choix des coachs a été le bon, qu'il n'y a eu aucune panique, que le petit début de doute, c'était dans la tête de supporters éventuellement. Et je ne sais pas pour dire moi mais j'en faisais pas partie, mais je suis content, donc je ne suis pas rassuré. Et je savais que ça allait être comme ça, je vous l'avais dit, je vous avais donné mes scores, mon enthousiasme. Et je me dis qu'on a une machine de guerre dans le sillage de Jalen Hurts et que Jalen Hurts fait une saison de MVP. Il n'a pas la magie de Mahomes parce que personne n'a la magie de Mahomes. Mais ce que j'aime dans ce que tu as dit et dans ce qu'il fait, c'est qu'il ne force rien. Et je trouve que pour gagner, il faut être à son meilleur
sans forcer pour faire des hero calls. Et moi, je trouve que ça, c'est le plus impressionnant chez lui, c'est le plus impressionnant chez les coachs et c'est le plus impressionnant chez cette équipe en général. Oui, on a vu un match très similaire à ce qu'on avait vu en semaine 2, 3, 4, où on mène, je crois, 24-0 à la mi-temps contre les Vikings et contre Washington, et où du coup, on gère la deuxième mi-temps, quitte à la perdre. Bon, là, on ne l'a même pas perdu, puisque sur le papier, on a gagné 10-7. Non, mais on a un sens du timing. On s'est mangé l'horloge comme personne. Et je finis vite fait en disant qu'on était meilleure équipe à la course l'an dernier. On a gardé ce système-là. On est capable de perforer à la course tout le temps en additionnant nos nouvelles qualités, notamment de réception et de lancer. Non, mais je disais, comme en début de saison, on bouffe 8 minutes par drive et ça, c'est important. Loïc, on a parlé de Jalen Hurts qui est revenu à un certain niveau. Une des grosses bonnes nouvelles, et où toi et moi, on n'était pas particulièrement optimistes, c'est que Lane Johnson a joué tout le match, enfin, sauf le dernier drive, bon, et qu'il a été plutôt bon. On fait 268 yards à la course, 112 de Gainwell, 90 de Sanders, 34 de Hurts, 32 de Boston Scott. Mais bon, évidemment, même si ça n'enlève rien aux coureurs, il est plus facile de faire des grosses performances à la course quand tes linemen offensifs se prennent pour Moïse et ouvrent la mer en deux. Ouais, tu peux même parler de la passe protection qui a été énorme. Un sac concédé et seulement 3 pressions. Ils ont tous été monstrueux, que ce soit en passe pro ou en course. Kelsey, il a fait valdinguer des gars. Dexter Lawrence, on n'en a même pas entendu parler, alors que tout le monde, toute la semaine, nous a parlé de lui. Vu le chantier qu'il avait fait contre les Vikings, c'est comme s'il n'avait pas joué. Zéro quarterback hit. Non, mais tu le voyais même, il était exténué, le gars. Ils ont dû le sortir tellement ils n'en pouvaient plus. Et non, ils ont tous été très bons. De toute façon, comme quasiment toute la saison, il y a juste Mailata en début de saison qui était un peu en galère. Qui là semble nickel, ça tombe bien parce que le week-end prochain, ça va être un autre défi encore. Mais non, tant que la ligne offensive reste en bonne santé et à ce niveau, offensivement, tu peux faire ce que tu veux. Marco, je vais te faire participer juste sur ce débrief, parce qu'on a parlé de l'attaque, on va parler de la défense qui a été très bonne aussi. Est-ce que toi, tu t'attendais à voir, on va dire, une équipe aussi dominante, et sans rentrer dans la preview qu'on va faire, mais est-ce que d'instinct, ça a changé un peu la vision que tu avais d'un potentiel affrontement entre les Niners et les Eagles? Alors, ce qui m'a plutôt agréablement ou plutôt désagréablement, si je me projette, surpris, c'est que c'est vrai qu'on avait un peu l'impression que cette équipe des Eagles, elle était plus sur la pente descendante que ascendante en fin de saison. Moi, je commençais à me dire, est-ce qu'on ne les a pas vus trop fort, trop tôt, ou est-ce qu'ils n'ont pas atteint leur pic trop tôt, un peu comme les Bills, par exemple. Et là, on voit qu'en fin de saison, ça rame un peu, il y a des petites défaites, il y a des victoires un peu à l'arraché, je ne sais pas, les Colts, ou alors que c'est une équipe minable, ou des choses comme ça. Finalement, pas du tout, genre gros statement game. Après, je nuance quand même, et notamment si on parle de la défense de Philadelphie, parce que je trouve qu'en face, en fait, c'est le plan qu'on connaît tous, mais si tu arrivais à bloquer Daniel Jones et Saquon Barkley, j'ai l'impression qu'après, c'était pas avec Richie James et les 3 pélos qui avaient à côté que tu pouvais aller très loin, quoi. Et ouais, ça, mais Marco, bloquer direct. un quarterback et un QB et un running back star, c'est pas rien quand même. Tu dis bloquer les deux. Moi, ils ont gagné raison, 10 matchs en comptant les Vikings. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi à les stopper. Ils gagnent 10 matchs. Daniel Jones, il fait le match de sa vie, le tour de playoff d'avant contre les Vikings, on en gagné 12. Barkley, on dit que c'est une star, le meilleur coureur ou dans le top 3. Les bloquer, c'était pas surévident. Je veux pas faire mon supporter de base, mais par rapport à ce que tu dis, il y a beaucoup d'équipes qui ont fini la saison difficilement. Les Chiefs, ils gagnent beaucoup de matchs de 3 points. Les Niners, le dernier match saison régulière est difficile. Tu vois, bloquer les Giants, 2 stars, c'est jamais évident. Tu vois, je te trouve très sévère là, moi, sur les deux. Non, je veux pas diminuer la performance de Philadelphie des deux côtés du ballon. En fait, comment dire ça? J'ai plus l'impression que l'écart sur le papier entre les deux effectifs, on l'a vu et c'était gros comme une maison. Là où
toute la saison, on a l'impression que justement cet écart d'effectifs sur le papier était gommé par un coaching exceptionnel de Brian Daboll, mais que là, il s'est retrouvé face à un coach, disons, du même niveau, du même acabit, et que les différences d'effectifs, ça se voyait vraiment. Et moi, c'est ce qui m'a surtout impressionné, c'est la vitesse en fait de la défense, de la défense des Eagles. Tu ne pouvais pas avoir un joueur qui faisait une réception sans que dans la milliseconde suivante, il se fasse cartonner par un défenseur de Philadelphie. Et ça, je pense que c'est un peu de schéma, mais c'est aussi beaucoup de talent individuel et qu'il en manque quand même un peu, notamment au niveau des receveurs du côté de New York. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, la dernière fois où ils ont été exposés comme ça cette saison, c'était le match de saison régulière contre nous où ils se prennent 48-22. Entre-temps, ils avaient quand même bien analysé les choses. Donc, on a vraiment, qu'on le veuille ou non, on a réussi 2 fois à les faire déjouer. Et en effet, tu dis les coachs, gros match de Sirianni, gros match de Station, etc. Gros match de Gannon. Non, voilà, non. Merci. Non, mais attends, laisse-moi finir. Donc, etc. horrible. Sirianni et Station, très bien, mais on l'a déjà dit plein de fois. Énorme match de Gannon. C'est-à-dire qu'on encaisse... Enfin, déjà, il joue que 48 actions. Donc, déjà, quand une attaque joue que 48 actions, ça veut dire qu'on a réussi à très bien les stopper. On a fait comme d'habitude, c'est-à-dire que le defensive end qui a le plus de snaps, c'est Josh Sweat qui en a 65%. Donc, comme d'habitude, on a joué à 7, 8, 9 au niveau de la ligne défensive. Donc, personne n'est jamais fatigué parce que les mecs jouent une action sur 2 globalement. Donc, ça, c'est assez incroyable. Et du coup, cette défense, on a souvent un peu, enfin, moi surtout, taclé Gannon sur ses soft zones, sur son manque d'agressivité, sur son manque de préparation. Là, il y avait tout. Il y avait l'agressivité, il y avait la préparation, il y avait vraiment un schéma de jeu qui était clair. Alors, en effet, un peu simplifié par le fait qu'il n'y ait pas de receveur, certes, mais malgré tout, lui aussi, j'ai l'impression qu'il est arrivé en mode playoff. Loïc, est-ce que tu as... Parce que Greg, c'était un défenseur, donc on va le faire arriver à la fin, mais toi qui étais, on va dire, entre nous deux, qui avait quand même quelques réserves sur Gannon sans être aussi agressif que moi, on est d'accord que bon, il y a des performances individuelles incroyables, Reddick et compagnie, on va en parler, mais Gannon, là, il a réussi son match. Ah bah là, il n'y a rien à lui reprocher. Je crois qu'en première mi-temps, toutes les possessions, l'attaque récupère le ballon au milieu de terrain, voire dans le camp des Giants. Donc, à partir de là, quand tu n'as que des possessions comme ça, c'est que la défense a forcément fait le boulot derrière. Donc, non, ils ont été quasi parfaits. Puisqu'ils prennent qu'un seul touchdown. Et je crois que c'est la seule fois où ils sont vraiment en position de scorer, tu vois. C'est pas comme s'il y a eu des turnovers ou des trucs comme ça en red zone, tu vois, comme il y a pu avoir dans certains matchs. Là, c'est comme si les Giants, ils avaient quasiment jamais franchi le milieu de terrain, voire nos 40 pour aller le plus loin, quoi, juste une fois. Donc, non, j'espère qu'il sera aussi agressif dimanche prochain parce que franchement, là, on passe d'un niveau de talent dans les skill players, on passe du quasi pire de la ligue à quasi top. Donc, à voir si le schéma de jeu il change ou pas. Mais rien à redire sur sa performance. C'était parfait. Mon Greg, est-ce que tu veux célébrer? Est-ce que tu veux appuyer? Ou est-ce que tu veux parler des joueurs Reddick, Sweat et compagnie? Je veux juste te dire qu'on a le droit d'avoir ses opinions. Il n'y a aucun débat. Juste, la NFL, plus que tout autre sport, je trouve, c'est quand ça compte qu'il faut répondre présent. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas dans d'autres sports. Ça veut dire qu'en NFL, comme c'est à la vie et la mort, qu'il n'y a pas de série, que tu t'ajustes d'un play à l'autre ou au pire d'une mi-temps à l'autre, moi j'attendais Gannon parce que je ne crois pas à la légende il va être interviewé pour être head coach si c'est un mauvais. Bien sûr qu'il y a des mauvais qui sont head coach de temps en temps. Regardons du côté de Las Vegas. Là, je vous fais doublement plaisir, mais des gens qui ont quand même prouvé. La réalité, c'est que tu ne peux pas avoir autant d'interviews, être la meilleure défense contre la passe, être dans le top 6-7 des meilleures défenses de la ligue, parce qu'en pass rush, tu es à la moitié. Alors, en défense, tu es 15e ou 16e, je ne sais plus. Avoir ciblé avec ton coach des joueurs qui pouvaient te faire du bien et avec ton GM
les avoir bien intégrés, parce que je trouve que c'est hyper important de savoir intégrer des vétérans en cours de saison, et c'était pas gagné. Et en plus, répondre présent de manière aussi brillante en play-off. Tout ça fait que c'est un bon. C'est pas possible qu'il n'y ait que du hasard, que de la chance dans tout ça. J'attends de voir le match contre San Francisco, mais je suis persuadé qu'ils ne nous mettront pas 25 points. Encore moins 30. Non, Voilà. mais moi, après, je comprends un peu la frustration de Victor. C'est qu'au vu du personnel mis à sa disposition, tu te dis qu'il y a certains moments, il aurait pu faire mieux. Oui, mais pas sur Mais le on peut toujours faire mieux. pas sur ce match. Non, mais c'est long une saison. Les garçons, c'est tellement long une saison. Mais Greg, tellement tu te rends pas blessures. compte. Et puis, tu sais que c'est une ligue où d'un coup, encore plus qu'ailleurs, des gars vont prendre feu, réussir des actions dingues, alors que toi, tu as beau bien défendre, tu peux prendre un touchdown de 60 yards parce que le mec fait une réception à une main avec un spin et en échappant un sac avant. Tu vois, ça arrive, quoi. Non, mais je comprends. Victor, on voit tous, tu as un duo de pass rusher extérieur qui est élite. Tu as 2 CB1. Tu as le meilleur intercepteur de la ligue en safety. Tu as Jeff Van Der Graaf en defensive tackle qui est monstrueux. Donc forcément, tu n'as pas les mêmes attentes vis-à-vis du coordinateur quand tu as autant à disposition. Bien sûr, mais à l'arrivée, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas que tes premiers bilans de la ligue, meilleure défense contre la passe, numéro 1 des sacs, tu as explosé les Giants en playoff. Je veux dire, Marco, il doit nous écouter, il doit être mort de rire en fait. Il doit se dire, mais les gars, vous êtes des malades. Vous avez un mec qui vous fait une saison de fou avec les stats donnés par l'excellent Grégory Hachas, c'est ça que tu dis Marco, et à l'arrivée, vous êtes en train de le déboîter, mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Ah bah c'est sûr que Demeco Ryans, il n'y a pas le même traitement que Jonathan Gannon. Ça me paraît dingue quand même, tu vois. Ouais, je comprends. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les Giants. On était supérieurs, on les a battus. Bon, c'est bien, fallait le faire. Il faut gagner, match de playoff. Ça nous a redonné totale confiance. On va partir sur la preview. Et là, du coup, Marco, honneur à l'invité, je vais commencer par toi. On a tendance à décomposer quand X a la balle et quand Y a la balle. Donc, commençons par l'attaque des Niners. Cette attaque des Niners, elle est évidemment composée de Ayuk, de Deebo Samuel, de McCaffrey qui a des petits bobos mais qui est toujours là, de George Kittle évidemment. Il y a Brock Purdy, on va y venir, qui est un facteur X. Est-ce que au niveau de cette attaque, tu trouves que je suis dur si je dis que le seul point d'interrogation, ça reste la ligne offensive, ou plus précisément toute la ligne offensive, sauf Trent Williams, parce qu'évidemment, lui, c'est le meilleur lineman de la ligue. Mais est-ce que aujourd'hui, cette attaque des Niners, qui est assez impressionnante, hein, ça c'est sûr, est-ce que son talon d'Achille, c'est sa ligne offensive, ou est-ce que pour toi, c'est juste un groupe complet où ça va être force contre force et il n'y a aucun défaut? Non, alors clairement, je dirais pas que c'est force contre force. Alors, c'est une bonne ligne, mais c'est pas une ligne élite au sens de, si je pense à la ligne des Eagles, par exemple, c'est une ligne élite. Celle de San Francisco n'en est pas une. Trent Williams, c'est le meilleur tackle de la ligue. En gros, là, on est à peu près tous d'accord. Hein. Voilà. Le meilleur tackle gauche. Oui, mais il est incroyable en mobilité, il est incroyable en run block, c'est un phénomène. Le reste de la ligne, alors il y a une chose déjà, c'est que c'est une ligne qui, alors pas cette saison, mais qui d'une saison à l'autre bouge beaucoup. Le centre de la ligne, en fait, c'est des mecs qui sont, à part pour les supporters des Niners, mais qui sont un peu des randoms, des gens inconnus. Hein. Aaron Banks, c'est un sophomore qu'on draft au 2e tour l'an dernier, et donc il est drafté assez haut. Il joue pas un match de la saison dernière, on se dit ok, c'est un gros bust. Très très bon à Notre-Dame. Et cette saison, il est titulaire. Il fait complètement oublier Laken Tomlinson, qui a été signé un gros contrat aux Jets. Le centre, c'est Jack Brendel. C'est un mec qui avait fait un peu toutes les équipes de la ligue, dans les practice squad et tout. Et là, il tient le job. Le garde droit, Spencer Burford, un rookie du 4e ou du 5e tour, qui arrive à se faire sa place au training camp. Enfin, c'est des mecs qu'on ne connaît pas. Et après, à droite, on a McGlinchey, qui est plus, alors, je ne vais pas dire valeur sûre, mais on connaît son niveau. Il est OK, il est plutôt bon même en run block et en pass block. Par contre, il a plus de problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu cette image de Micah Parsons qui soulève un mec à 90 degrés. Voilà, c'était lui. Oui, mais justement, moi, je me dis, est-ce que le match-up qui peut pas, entre guillemets, déranger le plus,
cette attaque, c'est que du côté de McGlinchey, il va devoir se coltiner Sweat et Reddick Ouais. et il risque de passer une longue soirée, quoi. Ouais, et en fait, c'est le problème, et c'est ce qu'on a vu en fait toute la saison, que quand on s'est pris la pression, c'était plutôt en fait du côté droit de la ligue, et notamment parce que c'est McGlinchey qui est pas top. On va dire que bon, il y a beaucoup de supporters de Niners qui lui jettent la pierre, mais c'est pas un tackle horrible comme on a pu avoir à San Francisco, là, des Zane Beadles ou des je sais pas quoi sous les années il est Chick Kelly, moyen. qui d'ailleurs non, voilà, il est moyen, mais pas dans le sens, dans le sens strict du terme. Il est moyen dans la ligue. Et à côté de lui, ce que je disais, en fait, il a Burford, qui est un rookie, qui vient pas d'un gros programme en plus, il me semble. Il vient du et en UTSA de mémoire. Exact, UTSA. Et donc, du coup, ça leur arrive de se laisser prendre par tout ce qui est un peu stunt. Et voilà, des fois, ils se plantent un peu sur le schéma de bloc. Et c'est de là qu'on prend la pression. De l'autre côté, quand tu as Trent Williams à côté, de toute façon, ça aide forcément et ça gomme un peu tes erreurs. Mais ouais, c'est ce côté-là de la ligue et de la ligne, pardon. Et après, il y a aussi le fait que, et c'est ça qui me fait peur face à la défense, face au front seven des Eagles, que c'est des morphologies, en fait, ce que sélectionne John Lynch et Kyle Shanahan, c'est des morphologies de joueurs qui sont agiles, rapides, mais qui sont pas des encres, en fait. Et ça, et le centre de la ligne et McGlinchey, c'est très vulnérable à tout ce qui est bull rush. Et voilà. Et quand il y a de la grosse viande en face, et on l'a vu, par exemple, contre les Saints cette saison, où on gagne que 13-0, ou contre les Cowboys ce week-end, on a du mal et le quarterback assez rapidement prend la pression. Donc pour toi, limite, la pression, elle pourrait venir encore plus d'un Hargrave, par exemple, sur un gros match qui enfonce constamment son vis-à-vis. Ouais. Et d'ailleurs, il me semble qu'on vous a joué l'an passé, et Hargrave était rookie, si je me semble, ou rookie ou sophomore, et j'avais été hyper impressionné parce qu'il avait éventré le centre de notre ligne, quoi. Non, Hargrave, il a joué aux Steelers, c'est tout. Non, il a beaucoup d'années avant. Mais non, c'est Milton Williams qui vous avait fait mal et qui était rookie. Mais là où tu as raison, qu'il peut aussi jouer comment dirais-je, il peut aussi poser problème. On va revenir sur tout ça et je te laisserai réagir sur Purdy à la fin parce qu'évidemment, c'est quand même... voilà. Loïc, toi, cette attaque des Niners, est-ce qu'elle te fait peur? Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs capables de gagner des yards après réception, des soupapes de sécurité. Même si Purdy est sous pression, il risque d'avoir des cibles libres. Ou est-ce que tu penses que notre star power peut largement annihiler ce groupe? Moi, j'avais une inquiétude, c'était, je crois qu'on l'a tous, c'était la qualité des plaquages. Là, on l'a vu le week-end dernier, ils ont été très bons. Il y a un seul truc qui me fait peur, moi, c'est, on l'a bien vu quand même le week-end dernier, c'est si Deebo Samuel ou McCaffrey, ils arrivent au niveau des safeties. On a vu que nos safeties, s'ils ont un défaut, c'est qu'ils ont tendance à prendre des mauvais angles. Ouais. Là, si tu prends un mauvais angle contre ces gars-là, le gars, il va partir 10, 15, 20, 30, 50 yards jusqu'à la maison, tout ce que tu veux. Donc, il faudra être vraiment très discipliné là-dessus. Mais après, je pense que notre pass rush, moi, j'ai le souvenir d'un match je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où Trent Williams avait été en difficulté contre Josh Sweat et Derek Barnett. Donc, je pense qu'on a la capacité de les mettre en difficulté un peu partout sur la ligne. Reddick, on n'en parle pas, mais il fait une saison aussi monstrueuse que Parsons et Bossa. Et là, de ce que j'ai vu de McGlinchey, il va passer une sale après-midi s'il reste en 1 contre 1 avec Reddick tout le match. Moi, je pense qu'on va juste mettre Graham en setter contre Williams et on va même pas tellement le tenter et on va surtout casser du McGlinchey, à mon avis. Moi, je pense pas parce que Sweat, l'un des meilleurs left tackle, on a dit que c'était Andrew Thomas. Sweat, il lui a fait la misère à chaque fois. 2 ou 3 fois. Moi, franchement... Andrew Thomas, c'est pas Trent Williams, mais oui, je vois ce que oui, bien sûr, mais moi, je pense que ça se tente, on verra bien. Peut-être que Williams, il sera encore parfait. C'est un des meilleurs joueurs de la ligue tout court, en fait, donc on verra. Mais non, là où le match-up de Reddick, il est important, c'est que, en fait, s'il arrive à gagner régulièrement, c'est 1 contre 1. Moi, je me dis que le Purdy, au lieu de regarder ce qui se passe sur le terrain, il va tout de suite avoir l'œil qui va partir à droite en voyant Reddick arriver. Et du coup, ça va un peu le déconcentrer sur sa lecture. Et du coup, il risque d'être imprécis ou paniqué. On l'a vu un peu paniquer pour la première fois, je trouve,
contre les Cowboys parce qu'il n'avait pas l'habitude de jouer une telle défense. Donc, on verra. Et Grégory, donc là, on a parlé du pass rush. C'est évidemment les tranchées. C'est toujours historiquement important chez nous. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est justement les defensive backs. Alors, on ne sait pas si Maddox sera de retour, donc si Garner Johnson sera safety ou s'il va rejouer dans le slot avec Blankenship safety. Mais on parlait des plaquages manqués, on parlait des yards après réception. Est-ce que finalement, un des enjeux aussi, c'est à Ayuk, tu as Deebo Samuel, il va falloir que les Slay et les Bradbury ils soient en avant du ballon parce que si les mecs arrivent à capter la balle, on sait que Slay, ce n'est pas le meilleur plaqueur de la ligue. Est-ce que ce n'est pas aussi là un match-up qu'on oublie parfois mais qui va être décisif? Je vais continuer sur ma ligne de conduite d'optimiste de ce podcast depuis 3 ans. C'est la plus belle équipe qu'on puisse rencontrer en NFC. C'est les meilleurs derrière nous, je le pense. C'est les deux meilleures équipes de NFC, ça je pense qu'on est tous d'accord. Mais je maintiens derrière nous. Je pense que c'est le meilleur effectif derrière nous. Évidemment qu'ils ont des talents extraordinaires et c'est les seuls qui peuvent rivaliser avec on fait feu de tout bois. Quand nous on disait Stan, notre attaque, c'est les seuls qui peuvent faire ça. Avantage en ce qui concerne notre QB. Alors j'ai juste peur d'une chose, c'est la belle histoire. Mystery Eleven qui va jusqu'au bout, le syndrome Brady de ses débuts. Voilà. Bon. Le reste, il y a des moments où ils vont nous faire mal. Il y a des moments où on va devenir fou, mais c'est parce qu'ils sont talentueux. Et quel que soit ce que va faire Slay, Bradbury, CJ, qui tu veux, en derrière, il y a un moment où ces gars-là sont tellement forts qu'ils prendront le dessus majoritairement. Ce qu'il faudra, c'est dans les zones clés, dans les moments clés, c'est les tenir et limiter. Soit récupérer avec un ballon punté, soit prendre que 3 points, par exemple. Quand je vois ce qu'a fait Dallas, qui a une bonne défense, moi, j'ai trouvé le match de San Francisco contre Dallas pas dingue. Ils étaient au-dessus, ils méritent de gagner. Offensivement, pas dingue. Voilà, ils méritent, ils sont au-dessus là-dessus. Il n'y a pas de problème. Mais il a quand même lancé dans un fauteuil, petit bonhomme. On sera beaucoup plus agressif que les Cowboys. Il a quand même pris 2-3 vagues de personnes. Ouais, mais il va en prendre 8. Et je pense qu'il prendra le double de vagues. Comme j'avais dit pour les Giants, ça sera un massacre. Et ça a été un massacre. Évidemment que j'ai pas la solution avec San Francisco, ça se trouve, me fera mentir. Mais plus que de me focaliser sur des duels, la réalité, c'est qu'on ne va pas trembler quand tu as des mecs dans ces postes-là qui sont pro-bowlers, all-pro pour certains, qui connaissent le chemin de la victoire. En face, ils ne doivent pas être rassurés de se dire merde, on joue une seconde ligne qui est costaude, une ligne défensive qui peut nous mettre la pression. Donc, je vais vraiment pas l'aborder en match-up. Je vais essayer de l'aborder de manière globale. Et ce match-là, plus que les coachs, parce qu'on connaît le système exceptionnel de San Francisco, ça se jouera sur le talent. Et en défense, on a de quoi contenir, pas arrêter. Personne ne peut arrêter cette équipe-là, comme personne ne peut nous arrêter. On peut les contenir. Et je pense que notre défense a plus d'armes pour les contenir que pour définitivement les arrêter. C'est pour ça qu'en bouffant l'horloge, on encaissera une 20aine de points et j'ai bon espoir qu'on arrive à provoquer fumble et interception sur Purdy en lui mettant une sale pression. Bon, Marco, c'est le moment. Tu vas nous parler de ton phénomène au niveau de quarterback. Moi, je dois avouer que j'ai toujours un peu de mal, jeudi, à encenser Purdy, puisque déjà, on a vu 4 ans de niveau moyen à Iowa State. Je ne peux pas l'enlever de ma tête. Et je trouve aussi que la plupart du temps, peut-être pas contre Dallas, mais justement, vous avez eu moins de production offensive. La plupart du temps, il a joué en effet dans un fauteuil. Et surtout, moi, ce qui m'avait choqué contre Seattle, c'était la séparation. C'est-à-dire que Kittle, Samuel ou Ayuk, ils avaient 4, 5, 6 yards de séparation. Enfin, c'était absolument débile. Toi, comment tu le vois? Tu le vois comme, pour l'instant, c'est bien et on va voir, ou vraiment, tu as l'impression que c'est la solution? Comment toi qui as vu en détail, évidemment, tous les matchs de Purdy, comment tu imagines, même si, évidemment, c'est une finale de conférence, vous allez voir de la pression et tout, mais comment tu évalues Purdy depuis son arrivée? Alors, pour illustrer ce que tu dis sur le match, par exemple, à Seattle, il y a une stat qui est assez effarante.
Purdy lance 30 passes, je crois qu'il fait 18 sur 30. Sur les 30 passes, il y a 10 passes où le receveur a plus de 5 yards de séparation. 5 yards en NFL, c'est un monde. Ah ouais, c'est un monde. Ouais. Donc ouais, bon, la défense de Seattle n'est pas celle des Eagles. Bon, alors Purdy, je trouve que ce qu'il fait est exceptionnel par rapport à son statut de draft, enfin au fait qu'il soit un rookie, au fait qu'il soit un rookie du 7e tour. Moi, je me souviens de certaines prestations en playoff de mecs qui étaient rookies et qui avaient été draftés plus haut. Et en fait, tu as l'impression que les mecs n'ont jamais lancé une passe de leur vie. Là. J'y repensais ce matin, je repense à... je crois que c'est un wild card des Riders, là où c'est Connor Cook, l'année où Carr se blesse, alors que... Ouais, voilà, où Carr aurait pu être MVP, où il finit pas loin. C'est peut-être la même année que Wentz. Bon, je sais plus, mais... Non, c'est l'année d'avant. Ouais, bah, l'année d'avant, on a Connor Cook sur le terrain et on se dit, ben, en fait, ce mec-là, il s'est lancé que des passes où les receveurs, ils sont à 2 yards. Alors que ben, tu regardes Purdy, ben, voilà, il prend sa chance de loin. Il lance parfois aussi... Enfin, je trouve qu'il est vraiment précis sur tout ce qui est tracé slant, etc. Même quand on est voilà, en troisième tentative, 3e et 5, 3e et 7. Et il arrive à envoyer des slants vraiment assez rapides et très précises sur les joueurs. Et ça, en fait, tous les quarterbacks ne savent pas le faire et encore moins des rookies. Après, on l'a vu un peu plus hésitant sur les tracés longs, par contre, notamment quand Seattle, il y a 3-4 ballons qui nagent un peu n'importe où. Ouais, il y en a un en particulier. Alors, il y en a un en particulier, c'est pas du tout à sa décharge, c'est Ayuk qui arrête de courir le tracé parce que trop habitué à Garoppolo, il s'est dit c'est bon, je vais passer les 20 yards, c'est sûr que je l'aurais pas. Et sinon, il l'avait et le lancer était parfait au bon endroit. Mais sinon, oui, c'est pas. Voilà, c'est pas encore Mahomes ou Herbert sur tracé long, mais en tout cas, c'est un genre de passe qu'on peut faire maintenant, alors que c'était un truc qu'on pouvait pas faire avec Garoppolo. Donc déjà, juste sur ça, en fait, ça semble être un upgrade. Après, tu vois, nous, à la chaîne L'équipe, Romain Delbello et les fans des 49ers, on avait un débat hier sur notre conve qu'on ne pouvait pas avoir sur l'antenne, qu'on aura dimanche. Est-ce qu'avec Garoppolo, ils sont en finale de conf? On s'est posé la question. Bah, ils y sont allés 2 fois avec Garoppolo. Non, mais je te parle de cette année. Cette année, moi, j'ai répondu oui. Moi, j'ai répondu oui parce que pour moi, ils ont assez de talent et que même s'il avait fait la petite interception qui fait mal, ils avaient suffisamment d'avance. Mais par contre, si je suis un Niner, je suis plus content de voir Purdy, malgré son manque d'expérience, que Garoppolo face aux Eagles. Alors, si les deux étaient à 100%, je préfère toujours avoir Purdy vu ce qu'on en a vu aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'on serait quand même allé en finale parce que bon, les Seahawks, on les a arrachés. Il n'y avait même pas débat, et Purdy ou pas Purdy, de toute façon. On est d'accord, on est d'accord. Et les Cowboys, finalement, je trouve qu'on fait un peu le même match que l'an dernier. Finalement, on avait aussi galéré un peu contre les Cowboys. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça se finit à 23-17 avec ce truc où à la fin, sur le drive de la gagne, ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus de temps mort. Et en fait, c'est l'arbitre qui court pas assez vite. Et donc, du coup, la balle est pas remise en jeu. C'est Dak aussi qui va trop loin sur son scramble. Et du coup, c'est une combinaison avec l'arbitre aussi qui ne spotte pas bien le ballon. Et ça finit comme ça. Enfin, voilà. Mais bon, en tout cas, on avait déjà galéré un peu contre Dallas l'an dernier. Et pour moi, en fait, Purdy nous fait un match Garoppolo ce dimanche-là. Il fait pas il fait pas des passes incroyables. Il prend ce que la défense lui donne et ça suffit. Mais je suis pas sûr que ça suffise cette fois-ci. Après, il faut, tu vois, j'ai un doute aussi, moi. Je comprends ce que dit Victor, mais même si c'est pas mon équipe, il faut quand même pas lui enlever quoi que ce soit au gamin. Parce que. Ah non, mais Shanahan lui fait confiance. Hein. Même, non, mais c'est extraordinaire. Il faut quand même employer le mot d'extraordinaire. Je veux dire, le mec, il n'a pas perdu un match, il se fait peu intercepter, il a réussi des troisièmes pas évidentes. Les matchs de play-off, on sait que c'est la vie et la mort, il ne tremble pas. Et oui, il y a des saucisses par moment, mais franchement, c'est extraordinaire, quoi. Et puis ça reste la NFL, tu marques pas 35 points par match par magie. Hein. Mais il me fait pas peur. Tu vois, il est extraordinaire, mais il me fait pas peur. Vous avez bien fait de dépenser 3 premiers tours sur Trey Lance, du coup.
Vraiment, ça, c'était... C'est l'histoire de la Ligue, bon. Ça. Heureusement que les Niners sont 18 choix du 3e tour, puisque Mike McDaniel est noir, et que tous les mecs se découvrent des origines une fois qu'ils partent de Niners. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Je pense que sur l'attaque, on est à peu près tous d'accord. On va attaquer... Alors, ouais. Il y a un point quand même que vous avez pas mentionné, et pour moi, en fait, si on peut dire que c'est une faiblesse dans la défense des Eagles, mais c'est pour moi, de toutes les lignes, en fait, c'est peut-être votre corps de linebacker qui me semble le plus prenable. Et honnêtement, depuis qu'on a Brock Purdy, George Kittle, il est dans une forme incroyable. Enfin, il est de retour il est de retour au top niveau. Voilà, dans les grands matchs là, il commence à revenir et il a un niveau All-Pro. Moi, c'est plutôt là que je pense qu'il y a inquiétude pour les Eagles. On n'a pas Fred Warner, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je suis pas sûr que ce soit un linebacker qui va couvrir Kittle. Moi, je pense que ça va être CJ Garner-Johnson. Ouais. Et il va essayer de lui rentrer dans la tête et tout. Je suis d'accord que ça va être Garner-Johnson qui va lui parler de sa mère et de sa sœur. Oui, Garner, on l'a recruté pour le trash talk. À New Orleans, on le détestait. C'est le moment de lui faire péter un plomb, lui faire une Materazzi, là. C'est le moment de lui dire, vas-y, tu te lâches. Tu lui parles de sa sœur pendant tout le truc. Faut lui faire croire que c'est lui qui a volé sa bagnole. Faut lui faire croire que c'est lui qui a volé sa bagnole. Ça va être un gros match-up, mais je pense que ça ne sera pas un linebacker, mais que ça sera Garner-Johnson sur lui. Voire même, Garner-Johnson, il s'alignera peut-être en linebacker comme le faisait Malcolm Jenkins à une époque, justement pour ce match-up-là. Donc, ça va être intéressant à voir. Je pense qu'on peut avoir des actions à 6 defensive backs, mais... mais pour moi, avec les ball skills qu'il a et le trash talk et les qualités de Kittle, notamment physiquement, ça peut être un match-up de dingue. Mais moi, je pense pas que Kittle il est du genre à craquer et lui mettre une patate en plein match. Non. Kittle, il va faire son match et je pense qu'il en aura rien à faire. Mais... Je veux dire, non, mais là où même un Travis Kelce, des fois, on l'a vu péter des plombs et je pense qu'il est plus sensible à ce genre de truc de trash talk et tout. Kelce, c'est un trash talker. Ouais, non, mais il a l'air d'en avoir rien à foutre. Mais ouais, non, George Kittle, c'est un personnage. Je l'ai vu pour le coup quand j'étais pour TDA à Mexico. On l'a vu dans la salle de conférence de presse et tout. Il a un grain. Il a un vrai grain. Je pense honnêtement qu'il fera même carrière dans la télé et tout après parce que c'est un vrai personnage. Mais je pense pas qu'il est du tout affecté par ce genre de choses. Je sais pas ce qu'il consomme, mais j'en veux bien aussi. Donc, cela étant dit, on va passer au morceau un peu plus dur pour les Eagles. Parce qu'on a une attaque de feu, ça on sait, un rouleau compresseur, on l'a dit. Mais en face, on n'a pas des manchots. Tu parlais des linebackers, là on a la meilleure paire de linebackers de la Ligue, qui est Warner et Greenlaw. Bon, après, le troisième, c'est Al-Shahir, de mémoire, mais qui n'est pas mauvais non plus. Ouais, mais les deux autres sont quand même incroyables. Tu as Nick Bosa, évidemment. Tu as Teron Armstead qui ne fait pas de sac, mais qui met une pression constante. Tariq, pardon. Oui, Taron, c'est l'offensive tackle des Dolphins. Et évidemment, on a mon marteau préféré, Hufanga en safety, qui était déjà un marteau à USC, qui avait un peu chuté, notamment parce qu'il avait eu une grosse blessure, si je me souviens bien, à USC. Il avait quasiment pas joué, je crois, de la dernière saison, un truc comme ça. C'est ça. Mais c'était un vrai bon marteau comme on l'aime. Et on a des joueurs un peu surprenants. On a Tashon Gibson qui se croit en 2015, puisqu'il retrouve un peu son niveau d'époque. Globalement, on a un groupe ultra complet. Marco, je vais te redonner la parole en introduction, mais est-ce que c'est provocateur de dire que le seul gros défaut de cette défense, c'est le cornerback numéro 2, qui est Théomodore Lenoir, je pense, pour l'instant. C'est le seul match-up pour moi. Le noir contre Smith, pour moi, c'est le seul match-up où normalement, en fait, Smith doit l'écraser. Ouais, alors, pour moi, j'irais plus loin que ça et j'aurais mis vraiment, moi, les 3 des lignes arrière. Si je compte pas Charvarius Ward, qui, lui, est vraiment très bon. Bon, il fait des petites des petits holdings, des petites passes interférences par-ci par-là parce qu'il colle vraiment son défenseur. Mais après, voilà, le reste,
Talanoa Hufanga, je pense que il est un peu surcoté dans le sens où il fait des plays très flashy, mais il fait aussi des gros trous où des fois par surplus d'agressivité, il va louper un peu les plaquages, il va un peu des fois se vendre un peu trop et overcommit et se faire prendre dans les airs. Donc c'est pas non plus, enfin c'est pas Earl Thomas quoi, Hufanga. À la limite je le comparerais bien et je sais que Victor tu vas aimer, mais c'est un peu notre Jamal Adams à Jamal nous, Adams, ouais. ou alors c'est pas le même poste, mais un peu notre Trevon Diggs. Il va faire des plays hyper positifs de temps en temps et puis de temps en temps il va aussi complètement se trouer, mais il va être Oui, au pot parce c'est que tout le monde se gambler souvient comme Marcus des Peters, plays explosifs. tout Donc ça. voilà, on a Hufanga qui est pas non plus l'assurance tout risque. Tashon Gibson, bah, comme tu disais, il n'était même pas au training camp. Hein. On le récupère en semaine 2 ou 3 parce qu'on a un joueur qui se blesse au poste de corner et après, avec un peu un effet domino, on le récupère comme ça. Et après, on a Deomodor Lenoir. Non, pas Verrett, c'est Emmanuel Mosley. Quand Emmanuel Mosley se fait la Ah oui, série, bah, c'est le CB2 du coup. Ouais, du coup, en fait, on a Deomodor Lenoir qui est nickelback, qui passe cornerback 2, et Jimmy Ward qui est free safety, qui passe slot cornerback, qui d'ailleurs a un peu une indication sur la manière dont les 49ers valorisent les postes. Hein. C'est-à-dire que pour un nickelback, c'est plus important qu'un safety. Et voilà. Et après, le noir, tu en as parlé, c'est le joueur qui est systématiquement ciblé par les coordinateurs adverses et les quarterbacks adverses, on s'en rend compte. Et voilà, moi, c'est un peu toutes ces lignes arrière où on se rend compte que si le pass rush n'arrive pas, arrive pas rapidement à mettre la pression, et c'est ce qui me fait peur contre cette ligne de Philadelphie, ils sont assez vite pris à défaut. Et en fait, je vous sors les stats, hein, mais dès qu'on a des gros receveurs face à nous, en fait, on se fait arracher. On arrive à gagner les matchs, mais il y a toujours un receveur. Et tu parlais de Devonta Smith. Moi, je pense que c'est un peu plus AJ Brown qui, d'ailleurs, nous avait arraché la tête avec Tennessee l'an dernier, il me semble, alors que clairement, il n'y avait que lui sur le terrain. Et en fait, Tannehill envoyait. Et puis AJ Brown recevait. Donc voilà, la semaine, enfin ce dimanche, on a CeeDee Lamb qui nous fait 117 yards. La semaine plus tôt, on a DK Metcalf qui nous met 136 yards. Quelques semaines avant, contre les Riders, on a Davante Adams qui nous met 153 yards. C'est-à-dire que contre les grands receveurs, on a tout le temps du mal et on se fait tout le temps arracher au niveau des lignes arrière. Et moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Et J. Brown, qui on l'a pas dit, mais il a eu un petit bobo. Il a fait que 22 yards sur 3 réceptions dans le match. Contre les Giants, bon, comme j'ai dit, contre les Giants, on a lancé que 150 yards parce qu'on n'avait pas besoin de plus. Mais on l'a vu un peu frustré à la fin du match et apparemment, il a un petit bobo. Mais Sirani a dit qu'il espérait qu'il soit à 100% dimanche. Greg, est-ce que tu partages du coup cette analyse disant que en fait, même si on est des excellents coureurs et qu'on affronte la meilleure défense au sol de la ligue, est-ce que c'est dans les airs qu'on doit gagner ce match ? Non, c'est dans la variation qu'on doit gagner ce match. On doit gagner ce match en étant surprenant à chaque play. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut attaquer, courir comme on le fait souvent avec Miles Sanders, gagner 5-6 yards, tenter une passe passée ou tenter une deuxième course ou être en 3e et 3 et avoir Hurts qui les perfore avec notre ligne qui lui ouvre le chemin. Il faut qu'ils comprennent qu'on peut attaquer de partout et qu'il faut qu'ils soient vigilants dans tous les sens. Moi, je pense que c'est l'alternance et la variété qui va nous faire gagner. Je pense qu'on a intérêt quand même à faire quelques gros big plays. On en est capable pour marquer notre territoire et les forcer à nous respecter sur la profondeur. Mais je pense quand même qu'on a besoin de limiter leur temps de possession. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils sont tellement forts en attaque eux aussi qu'il ne faut pas leur donner trop de munitions, quoi. Si tu leur donnes trop d'armes, tu vas te faire ouvrir à un moment ou à un autre. Donc, moi, je serais adepte quand même de la course, si elle fonctionne bien, avec ce croquage de temps en deuxième mi-temps. J'ai adoré ce qu'on a fait contre les Giants et je nous crois capable de reproduire ça. On l'a fait tout au long de la saison, des seconds cartons de feu, des premières mi-temps, on prenait le large, être capable de gérer. Je nous souhaite de faire ça. Si ce n'est pas le cas, et qu'il y a un 14 partout ou 17 partout au troisième carton, alors je pense qu'ils iront davantage sur la course pour les forcer à avoir moins le ballon et qu'on l'ait, nous,
en avançant à notre tempo. Donc, variété, alternance et jeu de course avec quelques dips. Je viens de voir au niveau des stats, c'est marrant. Hein. Les Niners sont la première équipe de la ligue en stats avancées, etc. Enfin, niveau défense, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la meilleure performance offensive de l'année en stats avancées, c'est Chiefs contre vous, Marco. C'est marrant de voir que vous êtes la première défense, mais vous avez pris entre guillemets, la prestation la plus parfaite. Loïc, est-ce que tu partages l'avis de Greg, une variété entre course et passe, ou est-ce que tu penses qu'il faut insister sur la passe? Alors, c'est une défense très talentueuse, mais après, nous, on a une attaque assez particulière quand même. On l'a vu ces dernières années quand on affrontait la meilleure défense contre la course, les Saints. On les a ouverts à chaque fois avec Hurts, parce que Hurts, ça ajoute un élément en plus pour la défense. Moi, je l'ai vu contre les Cowboys, hein, je l'ai dit direct après, j'ai fait, mais Prescott, il aurait dû utiliser ses jambes plus. Il y avait des boulevards pour lui pour courir, aller chercher des premières tentatives et tout. Les Niners, ils ne pourront pas jouer comme ça défensivement contre les Eagles, parce que si tu laisses des boulevards comme ça, Hurts, il va partir, il va, avec ses jambes, il va prendre les premières tentatives ou plus. Donc, ça te fait un élément de plus à défendre. Et à un moment donné, ils vont devoir choisir leur poison, en fait. Tu ne peux pas tout défendre contre cette attaque. Tu dois choisir. Et moi, je pense qu'à la passe, on peut leur faire très mal, parce que même si Ward, c'est un pot de colle, A.J. Brown, il s'en fout qu'il y ait quelqu'un sur lui ou pas. Il peut te prendre le ballon sur la tête, il s'en fout. Non, pour moi, ça doit être le match d'A.J. Brown. Il était frustré le week-end dernier. Les dernières semaines, on a bien vu que le meilleur receveur, c'était Devonta Smith, qui a profité aussi du fait qu'il y a A.J. Brown. Hein. L'un va avec l'autre. Donc, non, on a 2 receveurs 1. On a un top tight end avec Goddard, parce qu'on a parlé de Kittle, mais Goddard, c'est au moins le même niveau que Kittle. Hein. Mm-hmm. Donc, après, il y a Warner. C'est sûr que Warner, nous, on n'en a pas un. Donc, mais c'est intéressant ce qu'il a dit sur Hufanga, qui veut mettre des plaquages un peu trop, machin. Si tu fais ça sur un Brown ou un Goddard... je suis pas sûr que c'est l'attaquant qui va tomber par terre, donc ça peut faire des big plays comme ça. Donc non, moi ce que j'ai noté, je sais pas si tu es d'accord Marco, c'est que j'ai trouvé que contre les Cowboys, le pass rush, quand le pass rush des Niners c'était qu'à 4, ils avaient beaucoup de mal à mettre la pression sur Prescott. Et je trouvais que... Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais, je suis plutôt d'accord et je comprends pas d'ailleurs, parce qu'on a vu sur les premières actions du match qu'ils alignaient Bosa côté gauche face à Tyler Smith qui est une buse, et en fait il l'a démoli et après il a été de l'autre côté. Alors je ne sais pas si DeMeco Ryans a considéré que Smith était tellement mauvais qu'on pouvait mettre Smith, c'était dur. Oh, il est pas bon. Il a fait un mauvais match, mais il a fait une bonne saison. Non, t'es dur. Il a fait beaucoup de holding et compagnie. Hein. Ouais, je sais pas si on se fie à PFF ou pas, mais selon PFF, il est 32e sur 34 en pass block win rate pour un tackle. C'est un garde de Tulsa. Enfin, c'est un tackle à Tulsa, mais c'était censé être un garde en NFL. On lance rookie en tant que tackle sans avoir fait de training camp ou presque. Vous êtes dur avec lui. Non, mais en soi, non, mais son pédigré, moi, je m'en fiche. Je te dis juste qu'en termes de production, c'était pas un bon tackle. Oui. Il s'est fait arracher la tête sur les premiers snaps et on a mis Bosa de l'autre côté. J'ai pas compris pourquoi. Et on s'est dit qu'en mettant un peu alors je vais dire second couteau, mais de manière positive, mais les autres derrière Bosa, là, les Charles Omenihu, les Samson et Boukham, que ça allait passer. Et finalement, ouais, il n'y a pas eu tant de pression sur Prescott. Prescott, il se fait pas beaucoup saquer. Il prend un gros tampon une fois sur un blitz de Fanga, mais sinon, il a été plutôt... il n'a pas eu trop de problèmes, alors que pourtant, il y avait Jason Peters qui était absent et tout. Donc, c'est vrai que le pass rush n'a pas été incroyable ce match-là. Et la dernière question, parce qu'on est un peu plus long que d'habitude, mais bon, c'est la finale de conférence, messieurs. Il y a le pauvre Greg, s'il doit partir, il doit me détester. Tu me dis non, mais après, moment... tu t'expliqueras à mes téléspectateurs. Tu leur diras, oui, bien sûr, je peux pas faire le DG parce que je suis en train d'expliquer qu'on va... 19h. Voilà, on commence à 19h, on s'embête pas. Quoi. On expliquera aux gens que j'étais en train d'expliquer comment on allait taper les Niners, mais c'est pas grave. Non, mais vous allez parler des 38 recrues de Chelsea, ça va, on a compris.
Bon, Alors non, parce qu'on veut faire de l'audience, donc on parle pas de ça, non. Marco, dernière question, parce que Loïc a commencé un peu à ouvrir la porte. Pour moi, c'était la conclusion. Hurts, je t'apprends rien si je te dis que c'est aussi un coureur. J'ai aussi trouvé que Prescott avait des boulevards, mais après, comme c'est pas un coureur instinctivement, peut-être qu'ils l'ont essayé. J'ai souvenir que vous aviez un peu souffert contre Mariota sur ce domaine-là. Est-ce que j'ai pas tout comment dirais-je, le calendrier en tête? Est-ce que vous avez affronté d'autres quarterbacks mobiles? Là, ça me vient pas tout de suite. Voir si ça peut être une faiblesse ou pas pour vous. Bah, on a joué. Bon, Mahomes, tu le disais tout à l'heure, qui nous a complètement démolis. À notre décharge, il nous manquait 8 titulaires sur 11 Oui, en vous défense. manquez à Donc, moitié de la voilà. défense. Ouais, on a joué Kyler Murray, mais cette saison, franchement, c'est Kyler Murray, quoi. Ouais, c'est ça. Mais Kyler de toute façon, historiquement, on a toujours eu un peu de mal, même, tu vois, on a perdu contre Russell Wilson cette saison et Justin Fields au début de la saison. Je crois que les 2 fois, il marque moins de 15 points et on en marque encore moins. Mais on a toujours eu du mal contre ces quarterbacks qui arrivaient à courir historiquement. Et moi, je vous dis, hein, j'ai un syndrome post-traumatique de Russell Wilson où à chaque fois que tu as l'impression qu'on allait le saquer, à chaque fois, il nous mettait des courses de 35 yards, ça rendait fou. Et c'est vrai que c'est ça qui me fait peur. Voilà, historiquement, on a du mal avec les quarterbacks mobiles. Et voilà, il va falloir voir avec Jalen Hurts. J'imagine bien qu'on va mettre, je sais pas moi, Fred Warner en spy, mais Fred Warner, on a l'impression qu'on veut le mettre tellement partout que je me demande où Mais est-ce si qu'il va tu être. le mets en spy, après, qui défend Goddard? Parce que Greeno, c'est pas vraiment son jeu d'aller suivre en 1 contre 1, de Shadow en 1 contre 1, un tight end. Non, bah, tu peux mettre Jimmy Ward. Non, mais après, il Ouais. y a un truc quand même, c'est que Hurts, en dehors de savoir courir, il a une qualité, c'est qu'il est extrêmement fort sous pression et sur un blitz. Et il est capable de se débarrasser de la balle très rapidement, soit de courir, soit de trouver un Sanders sur sa gauche, un Goddard en passe courte, ou même un mec comme AJ ou Devante qui sont capables de prendre une balle 10 yards après. Non, mais ouais, ça peut arriver. Donc franchement, et Sanders, il a fait un gros match, Luc. Alors, respecte celui qui a en fait un gros match. réception, tu t'es trompé. C'était Bien pas le Noël. 26, c'était le 14. Non, Et non, mais futur Hall of ne Famer, critiquez pas. c'était le 14. Toujours est-il qu'il y a largement de quoi contrer le blitz, parce que moi, ils m'ont impressionné sur les blitz. Je trouvais que ça arrivait très, très vite, mais je pense qu'on est capable de répondre. Moi, je suis assez d'accord. Bah, du coup, Greg, Oui. le prono. 43-17. Alors, le prono. Ouais. Le prono, les Eagles seront au Super Bowl. Évidemment. Alors, en vrai, je pense que ce sera contre les Bengals, mais bon, alors Moi ça, je aussi. m'étais trompé, j'avais dit les Bills, mais bon. Ouais, Moi, ça m'arrangerait en tant que diffuseur d'avoir Kansas City Eagles. Je vais dire, ils vont marquer des points, c'est sûr, ils vont marquer des points. C'est une super équipe, mais on est chez nous. Je vais dire 31-24 pour les Eagles. Ouh là, d'accord. Parce que même si c'est deux, et je me justifie vite fait, même si ce sont 2 énormes défenses, je pense que ce sont 2 gigantesques attaques. Et qu'à un moment, le talent en attaque peut faire plus mal que le talent en défense. Eh ben moi, je vais inviter Marco plus souvent parce que je me sens plus confiant dans ce match après avoir écouté Marco qu'avant. Donc, reviens quand tu veux. Moi, je vais vous dire, les 49ers vont marquer 20 points. Et les Eagles vont marquer 21 points. Ah ouais. Oh, il veut vraiment qu'on crève. Loïc. Moi, je vais dire 30-27 pour les Eagles après prolongation. Parce que je veux que Greg ne dorme pas de la nuit. Mais vous pensez de toute vraiment façon, qu'il va y avoir 50 points dans ce match? Mais vous êtes des gros tarés. Hein. Moi, je pense qu'il peut y avoir un petit moment de folie où ça tient Mais n'importe quoi, les défenses pètent les plombs et les attaques fassent big play sur big play. Mais c'est surtout que, aussi forte que ce soit les défenses, regardez les 2 attaques, quoi. Ça marche. Bon, moi, je pense que vous êtes fous, mais Marco, sauve-nous. Ben, moi, vous voyez, je vois complètement le contraire. Hein. Je vois un match vraiment très défensif. Et je vous dis, à chaque fois quand je joue des grosses défenses, et notamment des grosses lignes défensives, que ce soit les Washington, les Nouvelle-Orléans, et du coup, là, les Eagles, à chaque fois, on a quand même beaucoup de mal à
rouler sur l'adversaire parce qu'on n'arrive pas à mettre en place ce jeu de course, etc. Et moi, je suis plutôt pessimiste. Ça ne sera pas volé, honnêtement, si les Eagles vont au Super Bowl. Donc, je vois une victoire des Eagles 24-14. Ah, bah, oh là tu là, vois Franchement, Non, mais il reste Greg, pas- déjà, alors là, je t'as suis. vu comme je choisis bien mes invités, hein? Non, mais après, Oh là. après, ça nous est déjà arrivé de pronostiquer de la défaite des Eagles. Mais moi, je l'aurais fait si je pensais qu'ils étaient plus forts. Il a cru le comprendre, Marco. Tu vois, moi, comme je l'avais dit, je pense vraiment ce que je dis. Je suis pas comme Loïc et Victor qui s'inventent des Oh vies. là là. Ça Moi, nous je est pense déjà vraiment ce que je arrivé. dis. Alors, je pense que Tu vois. cette année, toi et Non. moi, Donc, on a j'apprécie- pronostiqué zéro j'apprécie défaite le- cette Non, saison. non, non, le seul qui a J'apprécie pronostiqué le une défaite sérieux cette de année, Marco. c'est moi. Alors Il n'y a arrête que de me Loïc voler qui a mon truc. fait on va perdre contre les Titans parce que Derrick Henry, il est très gros. Voilà. Non, j'avais dit qu'on avait non, j'avais dit qu'on avait perdu à Noël contre les Cowboys. D'accord, Je l'ai avec dit toute Michou. l'année. Vous étiez avec une hype, Michou. Il est fort, il a une belle moustache. C'est une pipe. Je n'ai jamais eu de hype Mitchou, mais il a une très belle N'importe. moustache. Il Ouais, a oui. une très belle moustache. Bon, allez, on a C'est vrai. rigolé, les gars, mais maintenant, il Bon. faut y aller. Hein. Et ouais, bah, messieurs, merci en tout cas. Merci Marco. Rappelle-nous ton Twitter, parce que moi, j'ai plus les Twitter là devant moi. Et bah, attends, je crois que c'est @orphila_marc, ce qui est mon nom et pas un jeu de mots. Et oui, d'où le Marco. Hein. Je ne voulais pas D'où le trahir le Marco, secret, oui, mais c'est- du coup, c'est- tu c'est trahis pas mon toi-même prénom, avec hein, ton fait. Twitter. Ouais. Et ben merci Greg. Grégory Hacher, il est à 300 abonnés du 50 000. Allez-y. Hein. N'hésitez pas, faites un raid hashtag 50K pour Grégory. Et surtout, rendez-vous dimanche soir sur la chaîne L'Équipe pour les finales de conférence. Je serai là avec toute la team pour vous présenter les Eagles contre les Niners. Et puis derrière, on enchaînera avec les Chiefs contre les Bengals. Donc les Eagles en prime time, je ne sais pas comment je vais me tenir. Je ne sais pas comment je vais faire pour respirer, enchaîner, présenter. Je pense que ça va être Si un les état Eagles gagnent, il va faire d'excitation. pour du Est-ce que plateau tu as à un poil, costume quoi. vert? Ah bah si les Eagles gagnent, je me démerde pour soulever à bout de bras Sébastien Sejean, quitte à ce que ça me pète le coude. Est-ce que tu as un costume vert? Parce que costume bleu, je veux bien, mais là, il faut s'adapter là quand même. J'ai tout ce qu'il faut, ne t'inquiète pas, l'équipe, le plateau sera. Non, mais on sera équilibré. Il y aura du rouge et du vert. Voilà, ne parce mets pas que des baskets là, on en parce que- rigole. On en rigole, mais il y a une belle communauté Niners et évidemment, on va être pro et objectif. Enfin, moi, je vais tout faire pour, même si j'afficherai ma préférence. Mais eux, ils seront à 200%. Peter le fait pour Kansas City. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais ne mets pas de baskets, hein. Mets des vraies chaussures, sinon ma mère va encore dire que c'est Non, pas bien je de suis mettre qu'en des baskets. basket. Je suis qu'en Basket basket. Eagles. Tu vas C'est contrarier ma celle-là maman. qu'on met. Évidemment, Bah c'est oui. mes Eagles. Bah oui. Ah, c'est beau, c'est beau. Loïc, bah non, toi, je donne pas ton Twitter parce que tu es un homme secret. Ouais, exactement. Non, non, N'hésitez pas à suivre Eagles FR, par contre. Bah oui. Surtout les fans des Giants, hein, c'est qui bon. trash talk toute la semaine, mais qui supportent pas le trash talk en retour. Écoute, on s'est fait traiter de bâtards et de connards. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On les embrasse. Sur ces belles paroles, merci à tous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la preview du Super Bowl avec les Eagles. Salut, salut! Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.